time! All round for the undisputed UFC Et salut tout le monde, c'est Nico, soyez les bienvenus dans MMA Club, ouais, MMA Club spécial débat, c'est le troisième après le débat UFC Paris avec Boulox, Amine, Fab, le débat sur les combattants qui est complet, qui ne l'est pas, ça avait duré 2h30, on va essayer de vous épargner ça aujourd'hui. Alors aujourd'hui je suis avec Dorian et Seydina. Dorian, je disais, comment tu vas? Mais ça va tranquille, et puis j'espère que vous aussi ça va nickel, et puis j'ai hâte de parler de Maïs. Yes, ça va à fond. Et toi Seydina, comment ça va? Ça va, tranquille, on est là. Hein. Ouais. Bonjour à tous. Et ouais, on est là pour tous. parler du slap, hein, la slap de Stockton. C'est ça, on va se mettre des bonnes gifs. C'est parti. Nate Diaz est une légende. Alors, je vais mettre en avant quelques lignes et vous allez compléter ou me dire si vous êtes d'accord avec ça ou si je dis des bêtises. Monsieur Nate Diaz combat à l'UFC depuis juin 2007. Il y est entré par le biais du Ultimate Fighter saison 5 en gagnant le tournoi Lightweight. Il n'a jamais été mis KO en 34 combats. Il a pris son petit TKO, mais c'est tout. Il a 15 récompenses de combat entre les soumissions, TKO, Fight of the Night. Voilà, toutes les récompenses, il en a eu 15 au total. C'est le premier à avoir battu Conor McGregor à l'UFC. Il est dans le top 5 des plus grands pay-per-view vendus de l'histoire de l'UFC avec Diaz contre McGregor 2. Il vient de battre El Coucouille, Tony Ferguson, un petit peu finito malheureusement, qui était 11e, donc on peut supposer qu'il quitte l'UFC en étant aux portes du top 10. On peut aussi dire qu'il est à 21 victoires, 13 défaites, soit plus d'une défaite sur 3 combats. Il est sur 3 victoires, 3 défaites sur ses 6 derniers combats et 4 victoires, 4 défaites sur ses 8 derniers combats. Il est monté en welterweight en 2010 après 3 défaites sur 4 combats, puis il a fait le yo-yo en lightweight de temps en temps. Il a eu une fois la chance au titre en 2012 contre Benson Henderson, il a perdu à la décision. Avant ça, il a eu une chance au titre lightweight du WEC contre Hermes Franca, perdu par soumission. Et enfin, il a fait partie des 3 types qui ont réussi à soumettre Jim Miller avec Charles Oliveira et Michael Chiesa, cela juste après avoir obtenu sa ceinture noire de Jiu-Jitsu brésilien. Qu'est-ce que vous voulez rajouter à ça? Pas mal complet déjà. Ouais. Et Gina? Franchement, Nate Diaz, c'est pour moi le niveau sportivement peut-être c'est pas une énorme légende, mais peut-être plus le niveau extra sportif. Il a marqué l'UFC. Mais D'accord. sportivement, en vérité, si tu regardes un Khabib, tu regardes un Nate Diaz, niveau sportivement, c'est pas la même chose. C'est Dina, Si il est rentré directement dans le débat. Si tu regardes un Nate Diaz, par exemple, et un John Jones, c'est pas la même chose aussi. Ouais. C'est sérieux, tu vois. Bien sûr. Nate Diaz, c'est un mec qui va... Nate Diaz va être du public. Frérot, c'est compliqué ta connexion, c'est horrible. Je suis désolé, c'est une galère. Je disais, genre, si tu regardes le palmarès de certains comme les John Jones, les Anderson Silva, tu regardes Nate Diaz, c'est pas la même chose du tout. Non. Mais je pense qu'il a marqué l'UFC parce que c'est quelqu'un qui va être aimé par les fans, qui va ramener des sous et qui va être aimé par Dana White. Dana White, il a pas envie de le faire partir. Ouais. D'accord, donc toi, tu définis les critères de légende sur d'autres critères que ceux de sportifs. Toi, Dorian, la question que je voulais poser au départ, je vais te demander ton avis en premier. Qu'est-ce qui définit une légende? Tu vois, il y a le palmarès, il y a les actes dans la vie, il y a ton attitude autour de la cage, je sais pas, la Fight Week, tout ça. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Qu'est-ce qui définit une légende? Bah déjà, il y a des légendes à plusieurs niveaux. Déjà, il y a les champions. Et Nate Diaz à l'UFC, ça n'aura jamais été un champion. Après, en termes de popularité, il a atteint un niveau de popularité que très peu de champions ont eu. Par exemple, Dina a parlé de John Jones ou de Khabib. Moi, celui qui me dit que, en termes de popularité, Nate Diaz a dépassé par exemple John Jones, il n'y a rien de choquant. Parce que John Jones n'a jamais fait des nombres en pay-per-view que Nate Diaz a fait. Puis après, il y a, on va dire, l'intérêt général des gens. On va dire Nate Diaz, c'est un des combattants dans l'histoire de l'UFC qui a le plus de fans. Je veux dire,
à part un Conor Khabib, je sais même pas si John Jones, par exemple, a déjà eu autant de fans, les Miocic, les Cormier, toutes les autres légendes. Donc déjà, rien que pour ça, c'est une légende. Parce qu'il a duré en plus, comme on l'a dit, 2007, donc ça veut dire qu'il a fait 15 ans à l'UFC. Des combattants qui ont fait 15 ans à l'UFC, il y en a quand même vachement peu. Des gens qui ont autant de fans hardcore comme Nate Diaz, peu importe la salle où il va, l'adversaire, même Tony Ferguson, il se fait huer, c'est dire à quel point il est aimé. Et puis voilà, en plus c'est un showman, dès qu'il parle, tout le monde l'adore, Nate, c'est ça le truc. Et toi, Cédina, qu'est-ce que tu peux rajouter à ça? Qu'est-ce qui définit une légende d'après toi? Pour moi, les scores, pour moi, c'est important. Les titres et aussi ce que tu apportes à l'organisation pour moi. Si tu regardes Adesanya, il est toujours propre. Par exemple, quand il va sortir, c'est sûr que ça va être une légende. Adesanya, il apporte des walkouts. Quand il a fait le truc avec l'Undertaker, ça c'est un truc, tout le monde va s'en rappeler. C'est vrai. Nate Diaz, c'est surtout un mec, il va venir, il va être magnifique dans la cage, il va faire de l'extra sportif. Mais niveau score, niveau carrière sportive, pour moi, c'est pas énorme. C'est pour ça, si tu vas aux États-Unis, tout le monde le kiffe aux États-Unis, mais en France, on va dire, on va être plus sévère avec lui. Et en France, on va être plus en mode le sportif. Alors qu'aux États-Unis, c'est plus un mec qui kiffe, qui est authentique. Des trucs à la. Même Masvidal en ce moment, il est pas trop aimé, mais Nate Diaz, tout le monde l'a toujours kiffé, surtout depuis qu'il a soumis McGregor. C'est devenu une superstar maintenant. Ouais. Moi, ce que je retiens par rapport à ce que vous dites, par rapport à ce que vous mettez en avant, moi, ça me parle plus le fait que ce soit plus une icône qu'une légende, en fait. Les critères sur lesquels vous lui attribuez le statut de légende, je vois plus une icône qu'une légende. Par exemple, il représente des codes sociaux qui nous parlent, comme la rue, le fait qu'il vient d'un milieu social qui est proche du néant et qu'il ait réussi à faire ses millions. Il a toujours un pétard à la main. Il a des codes sociaux bien à lui sur lesquels on s'identifie. Et ça l'a aidé aussi dans cette aura-là. Une légende n'a pas besoin de ces codes-là, en fait. Regarde, JSP, il arrive les mains dans la poche, mais tu sais que c'est une légende, tu vois. Il a rien, il n'a pas besoin d'artifice autour de lui, en fait. Et c'est là que... C'est pas que je suis critique, genre, sur les critères que vous donnez, mais je dis juste que pour moi, ça, c'est pas être une légende, c'est être une icône. C'est représenter pas une population, mais des fans par des codes, par des choses qu'on s'approprie dans la société. Voilà. Peut-être qu'une légende, c'est quelque chose qui est proche de l'extraordinaire, comme, je sais pas, le règne de JSP ou Anderson Silva. Pour le commun des mortels, c'est quasiment impossible. On ne peut pas citer 15-20 mecs sur la planète qui sont capables de faire ce qu'ils ont fait. Après, il y en a, ils vont dire, c'est le 29-0 de Habib. Il y en a, ils vont dire, je sais pas, c'est John Jones. Il y en a, ils vont dire autre chose. Mais ça reste toujours des choses qui sont plus ou moins extraordinaires pour Monsieur Tout-le-Monde. Là, moi, ce que vous me donnez comme argument, c'est pas extraordinaire. C'est des choses qui sont mises en avant par les médias. Mais si elles étaient pas mises par les médias, il manquerait ce quelque chose. Et ce quelque chose, tous les deux, vous avez l'air de valider le fait qu'il vient du côté sportif. Qu'est-ce que vous en pensez ? Toi, tu associes plus, du coup, on va dire, le terme de légende au sportif et icône à l'extra-sportif, un peu comme Nate. Disons que une icône, il peut y en avoir des centaines. Mais des légendes, je pense pas, tu vois. Ce qui va définir le statut de légende, c'est pas ce que tu mets sur la table par tes... comment on dit par, je sais pas, un style et tout. Ce qui va définir le statut de légende, c'est ce qui va définir ta personne, ta personnalité, mais aussi ce que tu as fait. C'est-à-dire, comme je disais, l'exemple de GSP, quoi. Il peut se pointer comme un premier de la classe, il brille, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Pourtant, c'est pas mon sportif préféré, ni Anderson Silva. Mais je peux pas leur enlever ça. Et il n'y a même pas de débat. Tu vois, j'imagine que si je disais que c'était pas des légendes, je me ferais assassiner. Mais là, j'ai l'impression on a commencé en disant directement que sportivement, il manquait un petit truc, tu vois. Donc déjà, dès le début, même si tu veux lui attribuer le rôle de légende, j'ai l'impression que dans le discours, il y a quelque chose avec... J'ai l'impression que c'est comme si tu n'étais pas d'accord avec toi-même, ou dans le fond, tu vois. Tu avais envie de lui donner ce statut de légende, mais je suis pas sûr qu'au fond de toi, tu sois persuadé que ce soit le cas. Est-ce que je me trompe? Donc ça veut dire, par rapport à ce que tu dis sur Nate, tu penses peut-être la même chose pour Cowboy Cerrone, en gros.
Ouais, je pense que Cerrone. Ouais, mais après, je sais pas. Après, il y a les palmarès. Il y a les palmarès personnels, il y a les ceintures, il y a le. C'est vrai qu'ils ont tous les deux une grosse longévité. J'ai du mal à voir Cerrone comme une légende au même statut que Anderson Silva, effectivement. Après, c'est sûr que c'est à chaque Après, fois, c'est comme je te on disais met. tout à l'heure, il n'y a pas le même niveau de légende. Ouais, Par exemple, Cerrone c'est n'a ça. jamais été champion. Mais Cerrone, avec la longévité, il a fait 3-4 combats par an Mm. pendant des années. Il a eu le record de finish, le record de combat, de victoire, de la soumission, tout. Bon, maintenant, il a plus tous les records actuellement. Mais mine de rien, ça joue. Alors évidemment, tout le monde ne peut pas être champion parce que tout le monde n'a pas les compétences pour l'être. Mais avoir les capacités physiques de continuer pendant plus de 10 ans à l'UFC, Bien d'enchaîner sûr. toujours les combats, d'en gagner beaucoup, de plein de manières différentes, d'être adoré, parce que Cerrone, c'est pareil, hein, c'est pas le débat, mais il n'y a quasiment pas de haters pour un mec comme ça. Enfin, tu vois, c'est incroyable. Donc pour moi, comme je te disais, pour moi, c'est une légende. Peut-être icône, mais j'avoue que c'est ta définition, mais moi, je n'ai pas forcément la même définition. Mais je veux D'accord. dire, il y a des légendes à tous les niveaux. Mm. Par exemple, les John Jones ou quoi, machin, pour moi, c'est plus les GOAT. Après, tu vois, c'est vraiment. C'est encore une catégorie au-dessus, mais bon, Alors, c'est c'est un peu marrant. compliqué. Après, c'est Dina, je vais te laisser la parole, mais juste je rebondis là-dessus. C'est marrant parce que tu dis Cerrone, il a pas de haters. Et je crois que finalement, son seul pseudo-hater, c'est Ned Diaz, en plus, qu'il avait critiqué Cerrone pour prendre tout et n'importe quoi. Justement, le fait de combattre 4-5 fois par an, ça l'avait carrément planté physiquement. Et ça, en fait, ça. Implicitement, il incitait les fighters à combattre pour pas grand-chose en termes d'argent. Et du coup, Ned Diaz critiquait Cerrone pour ce genre de comportement, tu vois. Donc c'est marrant que le clin d'œil que tu dis ça et ça rebondit, enfin ça fait écho à ça. Qu'est-ce que t'en penses, Cédina? Ah, franchement, ça, c'est réel. Moi qui combats, je me dis que c'est pas un truc très intelligent, en fait, de prendre tout et n'importe quoi, sinon tu risques de finir avec un sale score, un peu comme un des frères Lapillus, je sais plus c'est lequel, qui est un très bon combattant, mais qui a un score, quand tu regardes son score, tu te dis, franchement, ce mec-là, il est pas très chaud, tu vois, quand t'es de l'extérieur, alors que t'aurais pu faire mieux. Je pense qu'en plus, il y a eu beaucoup de problèmes sur ça hein, à l'UFC en ce moment, Mhm. niveau salaire, niveau dédommagement pour la santé, les trucs comme ça. Je pense que Ned Diaz a eu raison sur ce pic-là et qu'il a bien fait de réagir sur ça pour que les gens puissent en parler, puissent ouvrir un Mhm. débat sur ça et confier sur ça. Je pense que c'est le plus important, la santé des combattants. Ouais, pour le coup, je suis un peu d'accord avec toi. Parce que je trouvais aussi que Cerrone, il combattait 4-5 fois par an. Et bah, on a vu quand même ce que ça a fait. Je sais plus c'était quelle période, je crois que c'était vers 2016-2017. Où le mec, il a genre 9 ou 10 combats en même pas 2 ans, un truc comme ça. Enfin, peut-être j'exagère un peu, je sais plus. La dernière fois, j'avais fait un truc là-dessus, justement, et j'en parlais. Je saurais plus me rappeler exactement. Mais ouais, effectivement, ça l'avait bien flingué. Et il avait un Sherdog bien dégueulasse suite à cette période. Et c'est pas cool, quoi. Je pense que c'est même pas comme s'il s'était mis bien pendant longtemps, tu vois. En plus, c'était pas terrible, terrible, quoi. Donc voilà. Euh, je vois qu'on n'a pas les mêmes définitions et on n'a pas du tout les mêmes critères de notation de ce que c'est qu'une légende, mais c'est cool, du coup, parce que bah, c'est ce pourquoi on est là. Donc, est-ce que pour vous, une légende doit forcément avoir une ceinture à l'UFC, Seydina? Une ceinture à l'UFC? Non, non. Franchement, je pense que ça serait trop. Une légende, une ceinture à l'UFC, parce que là, je pense que les Dustin Poirier, tous les mecs comme ça, c'est des mecs qui vont finir sans ceinture, je pense. Parce Mm. que la catégorie est vraiment énorme. Mais je pense que ils vont sortir, ça va être des légendes, c'est sûr et certain. Dustin Poirier, Nate Diaz, je pense qu'ils vont être tous au Hall of Fame. Et ils vont sortir sans ceinture. C'est trop une catégorie de Turcs Ouais. pour qu'ils sortent avec une ceinture, qu'ils sortent avec un truc. Et Dustin Poirier, il est un peu sur la fin. Il va se faire Chandler, mais bon, les deux, Michael Chandler aussi, je pense qu'il a marqué l'UFC aussi. Hein. Yes. Il a mis le seul KO Ferguson. Et après, je pense qu'aussi une légende, pour revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est aussi quelqu'un, par exemple, dans 10 ans, on va s'en souvenir. La Oui. prochaine génération de MMA, par exemple, ils vont s'en souvenir, ils vont se dire, ah, tel combattant, je le regardais quand j'étais petit, ou des trucs. Genre, pour moi, c'est un peu ça aussi. Ouais, Et je je vois. pense que pas forcément une ceinture pour être une légende. Ah, c'est bien ça c'est bien. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Moi, je suis d'accord. Il n'y a pas besoin d'avoir une ceinture parce qu'il y a énormément de légendes qu'on pourrait citer. Bon, je ne vais pas en citer parce qu'il y en a beaucoup, mais qui n'ont jamais eu de ceinture et qui sont une légende. Et il y a beaucoup de combattants, c'est pas pour leur faire offense, mais qui ont été champions, qui sont pas forcément des légendes, ou alors du moins, là je vais prendre un exemple parce que Nate Diaz a combattu pour le titre lightweight contre Benson Henderson. Alors, bon, c'est pas une critique, mais je veux dire, demain on demande à 100 fans de l'UFC, est-ce que tu connais Nate Diaz?
tout le monde va dire oui. Benson Henderson, à part un peu les plus anciens qui regardaient à l'époque, il y a moins de gens qui le connaissent. Intrinsèquement, c'est sûrement un meilleur combattant que Nate Diaz. Mais je rends compte qu'il est moins légendaire. Pourtant, il est plus fort, il a été champion, donc dans la logique, ça devrait être oui. Mais je pense pas qu'il soit plus légendaire que Nate Diaz, même si c'est un meilleur combattant. Je comprends très bien ce que tu veux dire. Et tu vois, c'est marrant parce que, bah, regarde, il suffit de prendre Fedor, qui évidemment ne peut pas avoir de ceinture à l'UFC, et de se dire que Brock Lesnar en a une, tu vois. Tout simplement, tu prends ce... Ah oui. Mais là, il a jamais combattu à l'UFC. Tu prends cet argument-là et puis c'est un peu rigolo, quoi, de te mettre ça sur la table, tu vois. Quel athlète, selon vous, est une légende à part Fedor qui n'a soit pas été à l'UFC, soit n'a pas eu la ceinture à l'UFC? Alors, Kazuchi Sakuraba, je promets qu'il est en tête. En plus, il le fait de l'UFC. Ouais, un athlète qui n'a pas de ceinture. Ah non, Daniel Cormier, il a eu une ceinture. Donc, je disais Crocop. Crocop, il a combattu à l'UFC aussi. Ah oui, il a pas eu la ceinture, tu voulais dire qui a pas eu la ceinture à l'UFC. Ouais, c'est ça. Ah oui, il y a Crocop, Vanderlei. Il y a le banner à un autre niveau, quoi. Après, ouais, le banner, il a pas fait sa grosse carrière en MMA, c'est vraiment c'est ça. C'est ça. Ouais, bon, Fedor. Ouais, je pense surtout au Soji Pride, parce que le Soji Pride, il y en a quand même pas mal qui ont eu le titre. Il y a eu Dan Anderson, Dan Anderson, il n'a pas eu le titre à l'UFC. Shogun, il l'a eu. Ouais, Shogun, moi je l'ai classé un petit peu avec ceux ayant eu une ceinture. Machida, moi je pensais à BJ Penn, Anderson Silva aussi en ayant eu une ceinture. Évidemment, je pensais BJ Penn, Anderson Silva, il n'y a pas de débat, j'imagine. Et Conor McGregor, alors vous le classez dans ces légendes ou pas? Ah oui, bien sûr, les McGregor. Attends, il y a une catégorie. Attends, il y en a un qui n'est pas d'accord. Vas-y, on t'écoute. Non, je suis d'accord, mais je veux dire, Conor, c'est une catégorie à part. En termes de combattant, c'est un combattant exceptionnel. C'est une légende absolue. Mais pour moi, c'est pas du tout un des GOAT. Mais le problème, c'est que Conor, en termes de superstar, là, c'est la plus grosse superstar de l'histoire du MMA. Peut-être de l'histoire des sports de combat, mine de rien, même si je suis pas vraiment fan de Conor en soi. Il a amené le MMA à une stratosphère. Voilà, là, je pense qu'il n'y aura pas de combattant qui pourra le redépasser en termes de popularité. Là, c'est un niveau beaucoup trop au-dessus. Et même si en termes de skills, c'est une légende. Il est vraiment très complet. Même par exemple, beaucoup d'haters ont dit ouais, il a pas de lutte, il s'est fait bouffer. Mais là, c'est contre Khabib et c'est quand même particulier parce que Khabib, c'est un des GOAT, tu vois. Et non, Conor, c'est un combattant exceptionnel. Et évidemment, c'est une légende, mais c'est vraiment une catégorie à part. Je pense qu'il est seul dans sa catégorie. Et puis, il a été loin d'être ridicule devant Khabib. Il a fait un beau premier round en lutte, notamment en défense de lutte. C'était intéressant ce qu'il a montré. Il n'y en avait pas deux qui ont montré ce que lui, il a fait. Tu voulais dire quelque chose? Un round aussi. Ouais. Tu voulais dire quelque chose, Say? McGregor, c'est franchement, il a raison, c'est vraiment une légende. McGregor, tout le monde le connaît, que ce soit ceux qui connaissent le MMA, qui connaissent pas le MMA. Ouais, c'est incroyable. Ils ont au moins entendu son nom. C'est impossible de ne pas avoir entendu son nom. Ouais. Après, il a un peu gagné toute sa carrière sur la fin, mais bon. Elle n'est pas finie, sa carrière. Pardon. C'est pas encore fini. Là, il va peut-être faire un combat contre Mayweather, après il va arrêter, je pense. Là, il est milliardaire de toute façon. On va voir ce qu'il va faire. On ne sait pas encore. On n'est pas dans les petits papiers, on ne sait pas. Il y a tellement d'options qui s'offrent à lui. Regarde, ça parle déjà d'une trilogie avec Nate. Avec Nate, on va voir. Après, bon, voilà, il y a aussi José Aldo qu'on aurait pu citer. Vous voyez d'autres personnes comme ça que vous classeriez dans les légendes qui ont eu une ceinture à l'UFC? Il y en a beaucoup. Là, il y en a beaucoup, là. Qui ont eu une ceinture. Alors, mais c'est quoi la catégorie là? Non, mais comme ça. Une ceinture. Ouais, question générique, quoi. Il y en a beaucoup. Comment elle s'appelle? Il y a Ronda Rousey aussi. Ouais. Tu vois, il pourrait y avoir débat là. Il y en a qui seraient pas d'accord. Mais après, Ronda Rousey et José Aldo, pour moi, c'est encore des catégories différentes. Que eux, c'est vraiment limite des pionniers. Et par exemple, José Aldo et Ronda Rousey, c'est peut-être les GOAT dans leur catégorie. Bon, après, il y a Amanda Nunes pour les femmes, mais là, c'est vraiment différent. Par exemple, pour moi, comme Conor, en termes juste de sportif, c'est un grand champion. Dans aucune catégorie, c'est le GOAT, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu compliqué. Ouais, oui, je vois. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est un peu abstrait ce que tu dis, mais oui, je comprends.
TJ Dillashaw, c'est un grand champion. Ouais, ouais, c'est un champion, quoi. Alors, j'avoue, Un grand champion, ouais. même s'il y a eu les petits coups et tout. Ouais, ça reste ouais, un ouais. grand champion. Moi, voilà, tu vois, il y a un truc, c'est tu mets un point, oui, tu mets un point sur quelque chose avec lequel j'ai du mal. C'est, bon, j'imagine que tout le monde a ses petites potions magiques, mais une fois que c'est sorti, une fois que c'est déballé au grand jour et tout, j'ai un peu plus de mal avec le, tu vois, Jones, TG. J'avoue qu'il y a quelque chose qui passe pas maintenant, tu vois. Et c'est con, hein, parce que j'imagine qu'il y en a plein qui sont dans le même cas et qu'on a juste pas gaulé ou qui sont juste passés au travers les mailles du filet. C'est un peu hypocrite ce que je dis, quoi. Mais je sais pas, psychologiquement, c'est comme si je me mettais une barrière une fois que c'était sorti et que... En plus, Dillashaw, c'était gros, tu vois. Pour le coup, Oui, le le grosse PO, picousse de cheval, vas-y, Franco, quoi. Le mec, ah oui, ouais, je devais me soigner, donc j'assume à... Vraiment, tu vois, il a rien pu nier, et puis du coup, il a tout mis sur le tapis en disant, bah ok, oui, j'étais blessé, et j'y suis allé Franco, quoi. C'est une forme c'est appréciable tout autant que c'est détestable selon où on se situe, quoi. Parce qu'on sait pas non plus ce qu'on aurait fait, tu vois. Il y a beaucoup d'enjeux, il y a beaucoup de stress lié à ça. Imagine, t'es blessé, tu veux faire ton titre, tu veux combattre, tu veux faire ton argent, peut-être tu vas vouloir tricher pour gagner du temps, te guérir, etc. On sait pas comment on réagirait nous-mêmes si on était dans ce cas de figure, tu vois. Donc je peux pas le juger vraiment en tapant sur sa tête et tout, quoi. Puis il vaudrait mieux pas que je le tape, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que j'avoue que dans mon cerveau, il y a un petit blocage. Je peux pas le nier qu'il y a un petit blocage avec les gens qui ont eu du dopage assumé et qui ont eu du mal derrière Bon, lui, il a pas du mal parce qu'il back up bien dans la cage, mais non, ça va. Mais j'ai quand même du mal, ouais. T'en penses quoi, c'est Dina? Moi, c'est Habib, j'ai un peu de mal aussi. Je sais pas ce que t'en penses, Dorian. Moi, le Rabib, là où j'ai un problème, par exemple, notamment par rapport à beaucoup qui sont fans et qui voient uniquement le bilan, c'est que, alors oui, 29-0, c'est exceptionnel et personne n'a déjà fait autant de victoires sans perdre. Le problème, c'est que Rabib, il y a 16 ou 17 combats en Russie et les trois quarts, pour pas dire tous, c'est des mecs, personne ne les connaît. Et si tu vas sur Sherdog, il y a plus de la majorité, ils ont des bilans négatifs. C'était juste pour faire monter. Ça se fait beaucoup en Russie aussi, ce truc-là. Est-ce que c'est tant que Faut ça un beaucoup- problème? Dans le sens où au final, il a quand même battu les meilleurs dans sa catégorie. De retour, hein, désolé. Ouais, t'inquiète, c'est. Est-ce que c'est Bah, vraiment en fait, un c'est un peu un problème? problème parce que pour moi, ce qui fait que Khabib, c'est quand même un monstre dans l'histoire du MMA aujourd'hui, c'est surtout ses trois derniers combats. Parce qu'en vrai de vrai, enfin après, c'est quand même réducteur, mais les 26 premiers, je pense que les combattants les plus dangereux, il y a eu Edson Barbosa, il y a eu Michael Johnson, il y a eu. Enfin, quand il gagne la ceinture, c'est contre l'immobilier, le vendeur immobilier. Ouais, il y a que ça. Ayakuta. Et en fait, c'est surtout le combat contre Connor qui le place dans la stratosphère de superstar. Et après, il bat du coup Dustin Poirier qui était très dangereux. Il n'y a que lui qui l'a battu, Dustin Poirier. Et, enfin, pendant un bon moment, il n'y a eu que lui qui l'a battu. Ouais, il était sur un bon run. Et il bat, Justin Gaethje qui venait de tuer Tony Ferguson. Mais le problème, c'est que trois énormes combattants, trois énormes combats, pour moi, c'est compliqué de le mettre dans une stratosphère. Par exemple, comparé à John Jones, il a fait 2-3 combats avant l'UFC, et lui, il a anéanti deux générations de combattants. Il a battu la génération, et une génération avec les Gustafsson, j'allais dire Anthony Rumble Johnson, il l'a pas combattu, mais quand même. Ouais. Il y a eu plusieurs générations de combattants qui n'ont pas pu être champions, alors qu'ils ont été montrés, même Daniel Cormier. Daniel Cormier, ça reste une légende. Moi, je suis vraiment fan de Cormier, pas de John Jones, mais le problème, il s'est fait dominer par John Jones. Et dans l'esprit collectif, tout le monde, personne ne pourra dire, même les plus gros fans de Cormier, dont je fais partie, ne peut pas dire que Cormier soit un meilleur combattant que John Jones. Que malgré, comme on l'a dit tout à l'heure, malgré qu'il soit fait attraper plus d'une fois, ça te fait piquer. Je veux bien d'un moment qu'on se pique et qu'on soit meilleur et tout, mais au bout d'un moment, les compétences de John Jones, il est élite absolument partout. Personne n'a réussi à le mettre en danger. J'avoue que le combat contre Dominique Reyes, c'était un peu compliqué, mais non, John Jones, il a combattu, enfin, il a pas battu, il a dominé tellement de générations que pour moi, en fait, le mettre quelqu'un devant lui dans le classement du GOAT, moi, ça me semble quand même très compliqué, même si c'est dopé. Pour revenir à Nate Diaz, imaginons qu'on soit tous d'accord sur le fait qu'il ne soit pas une légende. Qu'est-ce qu'il aurait raté pour ne pas avoir ce statut aujourd'hui? Les jeunes ceintures. Ouais, il en a eu l'occasion une fois. Enfin, 2 fois avec le Wake. Ouais. Moi, il y a ce passage entre 2009 et 2011. Il perd 5 fois sur 8
dont des combattants clés comme Rory McDonald à l'époque, Gray Maynard ou Clay Guida. Bon, Clay Guida a une autre mesure, mais c'était 3 combats, bah, surtout contre Rory, hein, je pense. Après ça, il a eu un beau run de 3 victoires. Et c'est là qu'il perd le titre contre Benson Henderson. Je pense que ça, c'était un premier moment clé de sa carrière où avec 1 ou 2 victoires de plus, il y aurait une aura, il y aurait quelque chose qui en serait ressorti. On a encore perdu on a encore perdu le frère. Et bah, plus récemment, le combat contre Leon Edwards, bah, ça aurait pu être cool qu'il arrive à le finaliser parce que derrière, il explose un ranking qui est tout fait et une logique de l'UFC qui est toute écrite. Et là, s'il battait Edwards, il aurait jamais eu ce high kick sur Kamaru. Je veux dire, tout aurait été, ça aurait été comment on dit, une réalité alternative complètement différente. Ça aurait été incroyable. Et puis encore une fois, son aura, elle aurait pris un. Déjà, quand on a vu comment la foule l'avait idolâtré alors qu'il a perdu, je peux même pas imaginer ce qui se serait passé s'il avait gagné ce jour-là, quoi. Qu'est-ce que t'en penses? C'est vrai qu'en plus, tu parles de réalité alternative. J'avais vu un truc qui m'avait beaucoup fait marrer. C'était Nate bat Leon Edwards. Ensuite, il bat Ousmane. Il fait la trilogie contre Conor et Conor reprend la ceinture. Ça aurait été marrant que Conor, par ensuite, soit champion dans 3 catégories. Si j'avais vu ça, ça m'avait fait marrer. Mais après, le truc, c'est par rapport au combat contre Leon Edwards. Il perd. Mais même s'il a perdu, tout le monde. Personne n'oubliera le fait qu'il a perdu contre Leon Edwards. Mais je pense que la majorité des gens, avant de penser à sa défaite, ils vont penser au fait qu'il aurait pu. S'il avait accéléré, il aurait clairement pu mettre KO Leon Edwards. Et c'est ça pour beaucoup de combats. Il y a des moments iconiques de Nate Diaz. L'autre qui me vient en tête, c'est contre Takanori Gomi. Avec, c'est un triangle ou c'est une guillotine? Un triangle, oui. Bah, après, il fait un geste par la caméra, tu vois. Ça, c'est iconique, tu vois. C'est Nate. Ouais. Le triangle, il était fabuleux. T'es là, Say? Ouais, de retour. Désolé, j'ai bugué là. C'est pas grave. T'as entendu un petit peu tout ce qu'on a dit? Oui, vous parliez de Nate Diaz, je crois. Ouais, on se disait qu'est-ce qu'il a raté pour ne pas avoir le statut de légende. Ah, d'accord. Potentiellement raté. Parce que... je citais le passage entre 2009 et 2011. Passage un peu à vide, avec 5 défaites sur 8 combats. Et le combat contre Leon Edwards. C'est 2 moments plus ou moins clés, d'après moi, qui ternissent un petit peu le tableau. Il y a un truc, mine de rien, je sais pas si on peut parler de légende ou d'icône par rapport, en fait, chacun voit le terme, mais c'est comme tu disais tout à l'heure. Lui, et du coup, avec Jorge Masvidal, il faut quand même avoir un niveau de popularité exceptionnel pour que Dana White fasse une ceinture exprès pour eux, tu vois, que la TBMF. Bon, au-delà du fait que ça soit des bad boys et tout, je sais pas, il y a plein de bad boys à l'UFC, j'ai pas forcément de nom en tête, mais je veux dire, pour que Dana White aille jusqu'à créer une ceinture, te mettre main event dans un pay-per-view au Madison Square Garden, faut pas que tu sois juste un bad boy qui soit bon dans la cage, faut que ça soit encore plus que ça. Et donc, Masvidal, en plus, surtout que Nate Diaz, c'était déjà un monstre. Il revenait de 3 ans, il avait juste battu Anthony Pettis juste avant. Et Masvidal, il sort d'une année 2019 monstrueuse avec le KO et tout. Enfin, c'était son apogée. Et d'ailleurs, sa dernière victoire contre Nate Diaz. Et donc quand même, là, ça montre quand même que au-delà du sportif, Nate, il est dans une stratosphère que, à part Conor et Khabib, très peu ont, même John Jones, je peux pas dire qu'il l'est. De part, ouais, ok. Ouais, je comprends. De toute façon, tes arguments sont tout à fait entendables. Il n'y a pas de souci là-dessus, quoi. Et si on abordait le sujet... Pardon. Si on abordait le sujet, que ce sont peut-être surtout 2 frères légendaires. Moi, je sais pas comment vous avez vécu leur épopée, on va dire. Moi, j'ai d'abord apprécié, donc je dis bien apprécié, Nick Diaz avant son frère. Et j'ai eu du mal à les dissocier l'un de l'autre. Je les ai toujours vus comme une sorte de package Fight Week, pendant, après, il y a toujours une espèce de on va voir comment les frères Diaz débarquent et tout. C'est vraiment, ça fait... À la limite, je dirais que c'est un duo légendaire, tu vois. J'ai du mal à dire que l'un et l'autre sont une légende, mais je les vois bien comme un gros duo légendaire. L'un sans l'autre, ils n'auraient pas eu forcément la carrière qu'ils ont eue, et je pense surtout que Nate, n'aurait pas eu la carrière
qu'il a eu. Je ne sais pas s'il serait rentré au WEC comme il est rentré si son frère n'y avait pas été. En plus, il a été champion. Donc moi, j'ai du mal à dissocier les deux et je verrai toujours Nick Diaz comme un combattant et même, je ne vais pas dire un homme parce que je ne les connais pas dans la vie privée, mais je le trouve plus accompli que Nate. Après, bon, bah, aujourd'hui, peut-être financièrement, c'est pas le cas, c'est sûr. Mais voilà, bon, c'est un peu le rapport que j'ai avec le terme légendaire quand je parle des frères Diaz. Voilà. À quoi ça vous fait écho, tout ça? Nick Diaz, franchement, moi, ce combattant, je vais pas mentir, je l'ai pas tellement suivi. Ok. Je regardais plus les highlights, plus ce qu'il faisait dans la cage, en mode, tu sais, les petits trucs des Diaz, là, d'un coup, il s'allonge, les trucs comme ça. Ouais. Et moi, j'ai connu quand il a fait son combat contre JSP, quand je regardais un peu le MMA quand j'étais un peu plus jeune. Et je voyais franchement, il a fait des bonnes performances, hein. Mais je pense que c'est l'extra sportif qui les a un peu en mode la rue, la fumette, les trucs comme ça. Je pense que ça les a un peu ralentis. Je pense qu'ils auraient pu avoir une meilleure carrière, les deux, s'ils avaient été un peu plus en mode entraînement, en mode à la Khabib, 3 entraînements par jour, manger, dormir, entraîner, manger, dormir. Mais bon, Ouais. ça reste quand même des frères que personne ne va oublier, hein. Dans l'histoire du MMA, personne ne va les oublier. Ouais, c'est vrai. Voilà. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Bah moi aussi déjà c'est pareil, j'ai surtout suivi Nate. Nick, j'ai quand même j'ai vu la majorité de ses combats mais en différé. Et je pense qu'en plus j'ai entendu beaucoup de gens le dire, enfin Nick Diaz déjà c'est le grand frère. Comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a pas eu un peu de pistonnage, mais quand même ça compte quand même parce qu'il s'appelle Diaz, c'est le frère de Nick Diaz quand même, ça a joué. Euh, Après plus globalement, je pense que Nick Diaz c'est un meilleur combattant, plus complet. En plus tu regardes, j'ai pas le bilan devant mes yeux, mais Nate, il est peut-être à 20 victoires pour 13-14 défaites. Et après, le bilan chez les Diaz, c'est pas vraiment la priorité. Alors que Nick Diaz, il est peut-être je crois qu'il est à 26-10 ou 27-10, tu vois. Et lui, il a été champion, pas à l'UFC, mais c'est au Strike Force qu'il a été champion. Voilà. Il a été champion, après, Nate a déjà été champion, mais pas de la même manière que son frère. Et après, ouais, le truc, c'est que Nick Diaz, il y a eu la suspension qui l'a plombé, quoi. La suspension de combien, 3-4 ans? Marijuana. Pour la marijuana. Ah, voilà, ça l'a plombé. Puis en plus, bah, quand il arrive à l'UFC sur son dernier run, il a perdu contre Georges Saint-Pierre. Et je sais plus c'est contre qui perd encore, mais enfin voilà, tu vois, il perd vraiment contre le top du top. Alors que Nate, on avait l'impression, comme lui, il l'a déjà dit, que pour lui, en gros, l'objectif, c'est d'être le mec dans le meilleur état à la fin du dernier round, tu vois. Et lui, perdre des rounds, c'est pas sa priorité, même si ça devrait l'être, tu vois. Ça s'est vu, ça s'est vu. J'avoue. Quelle conclusion vous pourriez mettre sur tout ce qu'on a dit et sur ce que vous pensez donc de la question Nate Diaz est-il une légende? Saïdina, t'as réfléchi à une petite conclusion? Moi, je pense que, bon, de tout ce qu'on a dit, je pense que toi, tu vois plus le niveau, c'est une star, mais je pense que tu aurais voulu qu'il ait eu de meilleures performances dans sa carrière. Si je me trompe pas, je pense la même chose d'un coup. Parce que c'est vrai que si on se dit, oui, c'est une star, Sean O'Malley aussi, c'est une star alors qu'il a rien fait à l'UFC. Donc je pense que j'ai un peu changé d'avis sur ça. Je me dis que oui, ce sera une personne que tout le monde va s'en rappeler dans 10 ans. Mais niveau statistique, niveau combat, tout ça, je pense que aucun combattant va prendre exemple sur lui, je pense. Sur comment il fait sa carrière. Ah, ça, je sais pas. Ça, je sais pas. Ah, franchement. Je pense qu'il est exemplaire sur une chose, c'est qu'on peut pas lui enlever, c'est d'avoir lutté contre le système, sa manière, on va dire, d'avoir à son échelle, d'avoir fait ce qu'il a pu pour se protéger, on va dire, sa santé, son intégrité et le respect qu'il a envers lui-même par rapport à ses employeurs, quoi. Il a toujours veillé à se faire respecter. Pour ça, je trouve qu'il est quand même sacrément exemplaire. Parce qu'il a fait des choix, il a pris des décisions parfois qui allaient peut-être à l'encontre de, je sais pas, gagner plus ou tu vois, sur le court terme, mais sur le long terme, peut-être qu'il a fait des choix qui lui semblaient les bons. En tout cas, aujourd'hui, ça paye, quoi. Ça prouve quand même qu'il a pas fait que des mauvais choix, ou du moins que, enfin, je pense. Vas-y, je te laisse terminer, pardon. C'est vrai d'un côté, mais après, est-ce qu'on va se souvenir d'un Nate Diaz qui était performant dans la cage comme
on va se souvenir d'un John Jones qui était extrêmement dominant ou d'un Kamaru Usman avant son KO qui était extrêmement dominant. Je pense que personne va se dire ah, Ned Diaz, en fait, c'était vraiment un monstre à Ouais, Khabib ou un mec qui mais on t'a perdu là. domine vraiment ses adversaires. Je pense que ça va être un. Le pauvre, on l'a perdu. Ah, Ouais, désolé, on n'a pas du tout la fin de ta conclusion. là, vous m'entendez bien? Vas-y, reprends un peu après que je t'ai coupé. Oui. Alors, je disais, Ned Diaz, ça va plus être un mec, on va se souvenir des trucs qu'il faisait dans la cage, en mode les gifles, les trucs. Mais c'est pas comme John Jones ou Khabib, on va se dire que c'était un gars qui était extrêmement dominant dans la cage. On va plus se souvenir de l'extra sportif plutôt que du sportif. Et je pense que quand t'es sportif, c'est peut-être pas la meilleure chose à faire en fait. Alors, Peut-être financièrement, parce que moi je pense que Adesanya c'est la personne qui a réussi à combiner les deux. Des bonnes statistiques, être une star avec être très dominant dans sa catégorie et avoir des bonnes statistiques niveau mondial. Que Adesanya, tout le monde le connaît maintenant. En Australie, aux États-Unis, partout. Tout le monde le connaît. Et il est extrêmement dominant dans sa cage. C'est le meilleur des middleweight du monde. Je pense que Ned Diaz, il aurait pu corriger ça. Et il a préféré être en mode je m'en fous. Mais bon, ça a marché financièrement. Mais sportivement, est-ce qu'il va sortir fier de lui? Je sais pas. ouais, il a quand même. C'est lui qui a fait tomber Connor quand même. Il a des actes isolés, en fait. Il n'a pas une carrière qui est lisse et qui est longiligne, enfin qui est homogène. Il a une carrière qui est faite de pics. Et les pics, par contre, Oui. quand il sort du lot, il fait pas semblant, tu vois. C'est ça, en fait, où il est très différent de certains grands sportifs. C'est que lui, il a des actes isolés qui sont démesurés, en fait. C'est incroyable, tu vois. Le bad mode, le BMF, là, c'est. Ça a aucune valeur sportive, mais comme tu disais, Dodo, ça reste. Qui d'autre que lui peut être mis sur un main event comme ça pour une ceinture en plastoc, c'est incroyable, tu vois. C'est assez ouf. Ça, je le reconnais, tu vois, volontiers, que ces actes isolés sont assez puissants quand même. Donné par The Rock en plus. J'avoue. Moi, je me suis un peu dit aussi, voilà, cette ceinture, c'est un peu ça aussi. C'est un peu l'introduction de Dwayne Johnson dans la compagnie, quoi. Ça va aussi un petit peu avec, tu vois. C'était un peu une petite glissade. On va vous mettre les chaussures. Je sais plus c'est quoi la marque là, Under machin là. Ah ouais, Under Armour, ouais. Ouais. Under Armour. Ouais. Puis vous allez pas toucher 1 centime dessus. Ils sont dégoûtés les mecs. Et toi, Dorian, quelle conclusion tu pourrais tirer de tout ce qu'on a dit et de ton avis sur le fait que Ned Diaz est une légende ou pas? Bah déjà, encore une fois, comme on l'a dit plusieurs fois, le terme légende icône, après chacun a sa propre définition. Et je voulais juste revenir par rapport à ce qu'a dit notre ami, pas avec Adesanya. Adesanya, en termes de combattant, en termes de skills et tout, évidemment, il est à un niveau que Ned Diaz n'a jamais atteint, on est bien d'accord. Mais le problème, c'est qu'en fait, il faut pas confondre pour moi avoir des fans. Par exemple, sur les réseaux sociaux, Ned Diaz a beaucoup d'abonnés. Adesanya, peut-être le triple. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que Ned Diaz et Masvidal, par exemple, comparé à beaucoup de champions, dont Adesanya, ils ont une force de pay-per-view qui vont que c'est pour ça que Dana a fait le pay-per-view. Que Adesanya, aujourd'hui, c'est un grand champion, il a beaucoup de fans, mais on l'a vu contre Jared Cannonier, il y a à peu près 300 000 pay-per-view. Oui, ça c'est réel ça. Ned Diaz contre Masvidal, ça dépasse le million. Et je sais pas combien ça a fait, mais à mon avis, bientôt on aura les chiffres. Je pense qu'un Tony Ferguson et Ned Diaz, bon, de base c'était Ramzat, mais Ramzat il commence à devenir un sérieux client là-dedans. Je pense pas que ça a fait 1 million, mais je pense que ça a fait au moins autour des 700-800 000. Je serais étonné que ça passe moins. Ah, moi je pense que ça le fait. Hein. Bah, j'ai vu que dernièrement, par exemple, dans les nouveaux champions qui sont dominants, bon, il est plus champion, Charles Oliveira, mais c'est pas grave. Adesanya, il était à 400 000 contre Cannonier. Ouais. Et Charles Oliveira, il était juste en dessous des 500 000 contre Justin Gaethje. Ouais. Pour moi, Ned Diaz, aujourd'hui, tu le mets contre un combattant correct, mais par exemple Tony Ferguson ou Ramzat Chimaev comme c'était prévu, je pense qu'il fait au moins le double. Il fait peut-être pas 1 million, mais je pense qu'il fait au moins 700-800 000. Et du coup, c'est ça par rapport à Ned Diaz, c'est que sportivement, c'est un très bon combattant. On peut pas prendre trop exemple sur lui parce que du coup, prendre exemple sur Ned Diaz pour encaisser les coups, c'est pas vraiment comme Tony Ferguson par exemple. On va pas demander encore à un jeune combattant d'encaisser les coups comme ces mecs-là parce que c'est pas normal.
D'ailleurs, que Nate Diaz n'ait jamais été vraiment mis KO, ça fait partie de la légende. Mm. Parce qu'il y a le TKO contre Justin Mhm. Friend, mais bon, c'est un peu arrêté rapidement. Là, il se le Donc premier déjà quand qu'il même. n'ait jamais été mis. Ouais, c'est clair. Mais je veux dire, tu prends par exemple le combat contre Leon Edwards, il tombe pas alors qu'il s'est fait matraquer pendant quasiment 5 rounds. Et tu prends même le combat contre Masvidal. Il a deux doigts de se les faire finir, mais de un, il se prend des énormes coups, il se prend des coups de pied, des coups de la totale. Et à la fin, avant que le combat soit arrêté à la fin du 3e round, il était clairement en train de revenir. C'est vraiment incroyable. Et en plus, contre Tony Franklin, il a gagné sans se faire ouvrir. Ça, c'était assez dingue. Ouais, c'est. Mais ouais, pour moi, Nate Diaz, c'est une légende. Alors, comme je dit tout à l'heure, c'est un peu la même catégorie que les Cowboys Cerrone. C'est quand même une catégorie en dessous. Il n'a jamais été champion. C'est pas non plus. Enfin, si, c'est une superstar, justement. C'est une légende. Et superstar, pour moi, tout le monde peut l'être. Pas les champions. Pour moi, c'est une plus grosse superstar que 95% des champions dans l'histoire de l'UFC. Tu vois, c'est quand même assez impressionnant. Ok, bah ça se tient. Ça se tient, c'est une belle conclusion. J'ai bien aimé ton argument du nombre de fans qui correspond pas forcément au nombre de pay-per-view vendus. Je trouve que c'est très intéressant. J'aurais pas pensé du tout à mettre ça sur la table et ouais, c'est le genre d'argument qui vaut la peine d'être d'être placé, c'est pas mal. Tu prends par exemple aussi, j'allais dire que un Brock Lesnar à l'époque, bon, c'était une époque différente, mais il n'y avait aucun réseau social aujourd'hui qu'on n'a jamais eu. Brock Lesnar, quand il a combattu, il faisait 1 million à chaque pay-per-view, tu vois. Ouais, mais bon, après, tu viens avec une communauté aussi. C'est vrai. Dont je fais partie en plus. Tu viens avec une communauté et puis aussi un certain questionnement. Tu sais, il y a beaucoup de curieux qui vont dire tiens, est-ce qu'un catcheur, même un bon lutteur, pardon, va réussir à montrer. Je trouve que c'était. Moi, j'ai bien aimé Brock Lesnar, donc j'assume. J'aime beaucoup. J'aime bien Brock Lesnar. Je trouvais ça cool. Bon, moi, les gars. Ma conclusion, c'est que c'est une belle légende de famille. Ils sont beaux à voir à tout faire ensemble, dans la réussite et dans les échecs. Je trouve que dans les deux cas, de toute façon, c'était une belle chose d'avoir les frères Diaz ensemble. Ils sont toujours un bel exemple de ce que deux frères devraient être. Et ça, à la limite, je trouve ça très légendaire. Plus que le reste, qui parfois peut être discutable, puisque c'est tout ce qu'on a mis sur la table. Je vais donner l'exemple de Nate contre Leon Edwards, qui se moque de lui au lieu de le finir le boulot, alors qu'à ce moment-là, il y a son destin qui peut basculer. C'est un bon résumé de comment c'est compliqué de se mettre dans la tête de ce mec et de l'analyser. Parce que ça va à l'encontre de ce que, naturellement, 99% des gens de la planète auraient voulu qu'il fasse. Donc c'est fou, quoi. Donc on a tendance naturellement à aller chercher une part de gâchis du point de vue du spectateur. Et voilà, je trouve que ça résume plutôt bien ce que je pense de lui. Voilà, beaucoup de talent, beaucoup de travail. Et parfois, ce petit flegme-là qui m'a laissé en permanence plus observateur que supporter. Ça m'a laissé un petit peu en dehors du train de la hype, comme on dit. Voilà, je suis resté un petit peu observateur, comme ça. Jamais vraiment trop supporter. Et voilà, donc c'est aussi ce qui fait que quand il a battu Conor, le fait d'avoir ce recul, je me suis pas mis à l'idolâtrer du jour au lendemain. J'étais très content pour lui d'un point de vue financier d'abord. Et sportivement, bon après, c'était un peu bizarre. Derrière, il reprend Conor. Après, il prend Pettis. Après, il y a Masvidal en mode bad motherfucker, comme on a dit. Il n'y a plus de ranking très cohérent. J'aime bien, mais ça a ses limites. Et je trouve que c'était une spirale un peu bizarre d'avoir cet électron libre qui pouvait d'un coup prendre le contender. Après, retourner prendre le numéro 10 qui monte. Après, aller... Je trouvais que ça devenait un peu le mec qu'on met là où on a besoin, on met quand l'histoire nous arrange, on le met là où il faut que la route elle passe. Et voilà, des fois j'avais tendance à trouver que c'était un peu bizarre comme ça. Là où tout est bien structuré, t'as Nate Diaz qui se balade, qui fait un peu ce qu'il veut. C'est bien, hein, c'est cool, mais là ça faisait 3-4 combats comme ça, c'était un peu bizarre. Donc voilà, moi je trouve que s'il revient, à la limite, s'il bat McGregor dans une trilogie dantesque, puis imaginons qu'après derrière il a une chance au titre et qu'il assure, même s'il perd, mais qu'il fait quelque chose de masterclass, même dans la défaite, peut-être qu'à mes yeux il aura un autre statut que celui qu'il a aujourd'hui, d'icône plus que de légende. Et là sportivement, moi je trouve que voilà, il manque un petit truc. Et pourtant je sais que voilà, il en a quand même accompli des belles choses. Et ça, j'enlève rien du tout
au pic sportif qu'il a eu, qu'il a montré, c'était... Je pense que, ouais, il fait partie des grands moments sportifs, on va dire, de l'UFC et du MMA en général. Il est dans quelques-uns des meilleurs moments qu'on a eu, quoi. Il fait partie des quelques meilleurs moments qu'on a eu, donc ça, on peut pas lui enlever. Donc peut-être que si on prend la question par si on prend la question par ce sens-là, peut-être qu'on va dire que ouais, c'est une légende. Ça, je peux pas le nier en tout cas. Mais selon comment je définis le terme légende, actuellement, je peux pas le mettre dans cette case. Donc voilà ma petite conclusion. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, les gars? Moi, le seul truc que j'ai à rajouter, je sais pas si vous m'entendez bien là. Ouais, vas-y. Ouais. Il a quand même fini Tony Ferguson par soumission quand même. C'est énorme. C'est vrai. C'est légendaire C'est ça. le seul à l'avoir fait d'ailleurs. Enfin, à l'UFC. J'ai pas vérifié. Charles Oliveira contre Tony Ferguson. Charles Oliveira avait verrouillé une énorme soumission sur Ferguson. Il a pas tapé. Ouais, Ce mec est humain. Ouais, c'est vrai. Après, il s'est mangé un... Et je crois que c'est le seul KO de sa carrière. Hein. C'est la seule fois qu'on a fini. C'est par KO. Ah bah là, Ferguson, il prend tout au même moment, quoi. Année 2021-2022, c'est un carnage. C'est terrible. Et ouais, ça me fait mal au cœur, même. Vraiment, ça me brise le cœur, le Tony Ferguson, de le voir comme ça. Ça, c'est vraiment... Pour le coup, lui... c'est pareil. Le mettre dans les légendes, c'est compliqué, mais... Ça reste. C'est Tony Ferguson, le problème, c'est que c'était encore compliqué parce qu'il a jamais eu sa chance pour le titre. Ouais, en fait, c'est ça qui est dingue. Quel personnage, c'est incroyable. Enfin, si, il a eu sa chance, mais malheureusement, ça a été annulé plusieurs fois, quoi. Ouais, mais il a jamais eu de chance pour la ceinture, la vraie ceinture, parce qu'il avait perdu contre Gaethje, c'était pour le titre intérimaire, et quand il a battu Kevin Lee, c'était déjà pour le titre intérimaire. Ouais. Non, mais par rapport à Habib, ils ont eu plusieurs fois l'occasion de se tester, mais à chaque fois, il y a une blessure, un cutting foiré, une connerie. Ouais, 5 fois. Donc, on peut dire qu'il a eu sa chance. On peut pas dire, en tout cas, qu'on lui a pas donné. C'est ça que je voulais dire. Tu vois, ça a été mis sur la table, mais ouais, il y a eu des concours de circonstances. Voilà. Cédina, t'étais en train de parler, je crois. Oui, je disais, Tony Ferguson, franchement, c'est énorme. Franchement, ce qu'il a fait. C'était vraiment quelqu'un de solide, quoi. Genre, il s'est mangé un KO net par l'heure. Je crois que c'est la seule fois qu'on l'a fini. Et après, je pense qu'il est venu sur ce combat. Il avait l'air un peu plus tranquille qu'avant. J'ai pas trop compris, mais quand même, Nate Diaz, il a quand même réussi à le finir. Et je pense que c'est énorme. Surtout pour un combat comme ça. Moi, j'aurais plus vu 5 rounds où ils se font la guerre. Il a quand même réussi à le finir. Je pense que c'est quand même épique. Après, si ce combat il avait eu lieu il y a 4 ans ou 5 ans, on sait pas, hein, c'est ça. Ça aurait été autre chose, hein. Attention, hein. Nate Diaz aurait saigné, c'est sûr. Ils sont ouverts de partout. Ouais, il y aurait eu du sang. Ouais. Et toi, Dorian, t'as un petit mot pour finir? Juste par rapport à ce que tu as dit, je suis d'accord avec toi, mais tu parlais de Nate Diaz, les derniers combats. En fait, il n'était pas classé. On faisait affronter des combattants bien classés. En fait, mine de rien, c'est ce qui s'est passé au moment où c'est devenu une superstar, quand il bat Conor. De base, Conor devait affronter Rafael dos Anjos pour le titre. Ouais. Et il est en short notice de, je sais pas, 2 semaines, même pas. Ouais. Et, tout le monde connaît Nate Diaz, mais les fans hardcore seulement, je pense, les fans global, ou la globalité le connaissent pas vraiment. Et là, il bat Conor alors que personne ne s'y attendait. Ça devient une superstar. Et le combat que j'ai envie de prendre en exemple, c'est avec Leon Edwards. Avec Leon Edwards, il est pas classé, mais tout le monde, les fans, le savent. Si Leon Edwards bat Nate Diaz, bah quand même, même si Nate Diaz perd beaucoup, c'est compliqué. C'est un des rares, c'est peut-être le seul à l'UFC. Nate Diaz, il perd beaucoup de combats, il a un bilan pas bon du tout. Masvidal, pareil, mais Masvidal a encore plus de combats. C'est des mecs, si tu les bats, t'es totalement crédible pour le top 5, voire le top 3, ou aller affronter le champion. Et d'ailleurs, c'est le combat avant d'affronter Ousmane. C'est le combat qu'il a eu, je crois. Il a pas eu d'autres combats. Leon Edwards, ou alors il a affronté Belal Mohamed, je sais plus si c'est avant ou si c'est après. Non, c'était avant, je crois. Il a pas... Voilà, c'était avant, ok. Et bah voilà, tu vois, Nate Diaz, il a beau avoir le bilan qu'on connaît. On sait que Nate Diaz, il prend énormément de coups, ceci, cela. Mais le battre, ça quand même, ça valide quelque chose. Puis en plus, à la fin du combat, on a vu que s'il y avait potentiellement en 6e round, il aurait pu se remettre KO, quoi. Le Leon Edwards, donc c'est quand même assez dingue. Oui, là, Diaz, fallait pas 2 minutes de plus, ouais, ça commençait à être chaud. Ouais. Et nous, on poussait, tout le monde était dingue derrière le... Ouais, c'était un combat de fou, ouais, j'avoue. Voilà. Bon, bah les gars, si vous avez terminé, eh ben, ce podcast est terminé. Donc voilà, merci à vous. C'était cool d'échanger avec vous. C'est sympa.
La merde, il va falloir changer de connexion internet, c'est Gina. Rien ne va plus. Voilà. La prochaine, De quoi? la prochaine fois, ça sera mieux. Ouais, bah j'espère, mais c'est cool. Ça fait quand même plaisir que tu sois venu. C'est cool. J'étais très content de vous avoir tous les deux avec moi. Les gars, n'oubliez pas de vous abonner sur YouTube, le pouce en l'air, partagez. On se retrouve très vite puisque l'UFC 280 arrive très fort. D'ailleurs, avant de se quitter, donnez-moi votre pronostic pour le main event. Makhachev, Oliveira. Ah, Allez, on va dire. Soumission round 2, Oliveira. Ok. Et toi, c'est? moi, franchement, je pense qu'il faut mettre du respect sur le nom du champion. Et je pense round 3, soumission, un étranglement. Il va se démerder, il va trouver un étranglement. Il va l'étrangler, c'est sûr. D'accord. Ah ben, Moi, j'aurais dit une guillotine. Je sais pas pourquoi j'ai autant takedown de Makhachev, guillotine. ouais, possible. Comme Ah avec bah, Kevin ouais. Lee, un truc comme ça. Ouais, c'est fort possible. Ouais. Ok. Eh ben voilà, j'ai vos pronos, c'est cool. Donc on se retrouve très vite pour l'UFC 280, ça arrive très fort. Ares 9 aussi. Et moi, comme d'habitude, je vous fais des gros bisous.